Ok, donc bonsoir à tous et toutes. Merci à vous qui êtes en ligne. On est un petit peu en retard, désolé, il paraît que c'est pas bon sur YouTube, mais c'est comme ça. Dans cette période spéciale que nous vivons tous, elle nous conduit à des rencontres où les habitants ne sont pas là physiquement, ils ne sont pas présents dans la salle, mais j'espère qu'ils seront nombreux à nous suivre en ligne et à regarder après coup cette table ronde sur le site de la ville. Merci aux adjoints, aux présidents de conseil de quartier qui sont présents ce soir avec nous. Ce forum se tient dans la semaine du développement durable, dont je vous invite à consulter le programme à Vénissieux. Il est très riche, malgré les contraintes du confinement. Ce forum ce soir porte sur la zone de faible émission que la loi demande de mettre en œuvre dans les grandes agglomérations et que la métropole avait commencé pour les véhicules utilitaires en 2018. Le Conseil de métropole a délibéré cette année pour conforter cette ZFE avec un débat sur son périmètre, sur les niveaux critères qui seront progressivement interdits jusqu'en 2026, sur les mesures d'accompagnement associées, sachant que tout est en cours de travail. Je remercie donc d'autant plus Jean-Charles Colas, vice-président de la métropole en charge de ce dossier, d'avoir accepté d'introduire notre forum ce soir, sachant que j'ai bien dit à tout le monde, Jean-Charles, que personne ne te demandait de faire des scoops ce soir et de nous dévoiler des choses qui ne seraient pas encore validées par la métropole. Donc on aura des questions auxquelles je suis sûr que tu répondras, mais bien évidemment, voilà, on est dans un forum qui est en avance sur la période de concertation qu'organisera la métropole. Donc c'est un forum pour faire connaître les éléments du débat et pas pour venir en avance de phase obtenir des infos qui ne sont pas encore construites. Donc voilà, et je vais donc passer la parole à Cécile Vigourou, qui est la responsable du service environnement de la ville, qui animera la soirée. Bonsoir à tous. Donc nous sommes dans une configuration effectivement en live et enregistrée, parce qu'à cause des contraintes sanitaires, on n'a pas pu recevoir le public. On a recueilli leurs questions, la question des habitants et des acteurs locaux qui nous permettront donc de débattre lors de cette table ronde auquel participent les élus de la ville et le vice-président Jean-Charles Colas. Donc Michèle Picard est avec nous, donc maire de Vénissieux et vice-présidente de la métropole en charge de l'égalité des femmes et des hommes et de la lutte contre la discrimination. Nous avons également Nicolas Porret, adjoint au commerce et à l'économie sociale et solidaire, et Mdatou Ndiaye, qui est adjoint à l'état civil, aux élections et au cimetière. Et Pierre Amiet, je ne sais pas si vous avez présenté votre délégation, adjoint donc au développement durable, au logement et aux énergies. Et monsieur Colas qui se présentera. Ou alors, voilà, en tout cas, vice-président au déplacement, à l'intermodalité et logistique urbaine. Est-ce que vous voulez faire... Voilà, on peut démarrer la présentation. Donc, du coup, j'actionnerai la présentation dont je n'ai pas le retour, mais voilà, je vous laisse démarrer. Et j'actionnerai le visuel. Alors, pendant que la présentation s'affiche, en attendant qu'elle s'affiche, je vais d'abord vous dire bonjour à toutes et à tous. Bonjour un peu spécifique à Michel et Pierre-Alain, même si on a déjà un peu échangé avec Pierre-Alain. Et pardon pour ces soucis techniques qui nous ont fait démarrer un petit peu tard. Je vais du coup accélérer la présentation parce que l'essentiel pour moi... c'est qu'on puisse dialoguer et que je puisse répondre aux questions que vous avez répertoriées des habitants de Vénissieux. Oui, Vénissieux est en avance, mais ce n'est pas la première fois que Vénissieux sera en avance, puisqu'on lance la grande concertation ZFE au mois de juillet. Donc, vous avez un mois d'avance, même si on n'est pas dans le cadre de la concertation réglementaire. On fait un début, un petit examen blanc, c'est la période des examens, donc ça va aller. Donc, une première diapo, juste pour vous dire l'enjeu de la qualité de l'air et de la santé publique. Alors, on dit beaucoup de choses. Oui, la qualité de l'air s'est améliorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins qu'elle reste encore assez mauvaise en France et avec, surtout dans les métropoles, des niveaux qui sont très supérieurs au seuil préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs études parlent de morts prématurées. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat morbide. Ce qui est important, c'est globalement l'enjeu pour la santé. La mauvaise qualité de l'air provoque des maladies
l'a dit, chez les enfants, chez les jeunes adolescents, mais aussi chez les adultes et même chez les salariés. Elle a un coût énorme économiquement parce qu'elle entraîne des journées d'arrêt de travail, des soins, des hospitalisations. Donc pour moi, c'est un enjeu de santé publique, point, sans quantifier si ça fait plus de morts ou moins de morts que tel autre enjeu de santé publique. Dans cet enjeu de qualité de l'air et dans l'enjeu de la pollution, il y a plusieurs sources de polluants. Quand on parle de la pollution automobile, on n'exclut pas les actions sur les autres sources, en particulier sur les enjeux de chauffage, sur les enjeux industriels, etc., agricoles, même s'ils concernent un petit peu moins notre métropole en direct. Mais là, nous allons travailler que sur la pollution automobile, qui reste une pollution assez importante, avec deux types de polluants majeurs. Un polluant qui sont les particules fines, dont on parle souvent, et où effectivement la circulation routière n'est pas le principal émetteur, hein, c'est le chauffage et le chauffage au bois qui est le principal émetteur, mais la circulation routière doit représenter quand même entre 30 et 40% si mes souvenirs sont bons. Et un autre polluant qui est extrêmement important, qui est l'oxyde d'azote, où là, c'est essentiellement à plus de 60% d'origine de la circulation routière. Et sur ces 60% d'origine de la sécurité routière, on peut déjà passer à la diapo suivante. L'essentiel, plus de 90%, est lié au moteur diesel pour ce qui est de l'oxyde d'azote. Et on a un troisième polluant dont on parle souvent, qui est l'ozone, qui n'est pas un polluant direct, mais un polluant secondaire qui se forme à partir d'autres polluants, dont effectivement les polluants que je viens de citer. Alors, comme je ne vois pas toujours, voilà, très bien. Donc on a plusieurs contentieux en cours. Des contentieux, vous avez entendu parler du jugement du Conseil d'État qui a légèrement condamné l'État. L'Europe qui a fait une première condamnation, mais sans amende pécuniaire, et dont on attend une amende pécuniaire incessamment sous peu pour non-respect de ces seuils préconisés. Et donc là, la France a assez peur d'une amende qui soit assez conséquente. Mais on a aussi des contentieux de citoyens, notamment des parents d'élèves réunis dans des collectifs et des associations de certaines écoles ou dans certaines crèches où les seuils de pollution sont très élevés, mais aussi des individuels qui ont fait des contentieux au tribunal administratif contre la métropole, contre l'État, etc., etc. La loi d'orientation des mobilités adoptée en 2019 a donc décidé d'agir pour essayer d'éviter l'amende de l'Europe en créant des zones à faible émission. Alors, je ne vais pas revenir sur tout l'historique, hein, et en ciblant les 11 métropoles qui ont aujourd'hui les taux de pollution les plus élevés, dont Lyon. Mais bien sûr, Paris, Grenoble et Strasbourg avaient déjà lancé un petit peu une réflexion, voire un début de mise en œuvre de ZFE un petit peu avant. Et donc, nous sommes dans ce cadre-là. Donc, l'État a fixé un échéancier de diminution des véhicules polluants. Ça, c'est un premier cadre. Ensuite, je vais essayer de suivre. La majorité qui a été élue en juillet 2020 à la métropole de Lyon avait très clairement porté l'enjeu de la qualité de l'air dans son projet politique et a donc décidé de se lancer, même avant qu'on ait toutes les réglementations de l'État, dans une amplification de la zone à faible émission qui avait été mise en place, votée en 2019 et mise en place au 1er janvier 2020. L'exécutif précédent avait fait voter une ZFE qui concernait que les véhicules professionnels, véhicules utilitaires légers et véhicules poids lourds. Et donc, notre idée, c'est de l'amplifier, de la généraliser à tous les véhicules, y compris les véhicules des particuliers, et avec un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'arriver à sortir du diesel au 1er janvier 2026 sur un périmètre central qui est à définir. Le deuxième objectif, c'est de définir un calendrier progressif pour ce périmètre central, pour arriver à la sortie du diesel, mais aussi pour l'ensemble du territoire métropolitain, un calendrier sans doute plus large pour évoluer vers cette sortie du diesel. Et le troisième objectif, c'est de lancer une grande concertation qui n'est pas une concertation réglementaire, hein, parce qu'on n'est pas sur un projet, donc on n'est pas obligé de faire un débat public, de saisir la Commission nationale du débat public, mais il nous a semblé important de faire une grande concertation pour définir ces périmètres, pour définir les échéanciers et surtout pour voir comment on y arrive, c'est-à-dire quelles sont les mesures d'accompagnement
qui permettent à tous les citoyens, toutes les entreprises, tous les professionnels, à leur rythme, à un rythme qui est supportable économiquement, un rythme qui est supportable sociologiquement, et donc avec toutes les mesures d'accompagnement qu'il faut mettre en œuvre pour qu'on arrive à gravir cette immense montagne, parce que je pense qu'on est au pied d'une immense montagne, qui est la mise en place de cette zone à faible émission. Rapidement, sur la concertation, donc on a décidé de saisir la Commission nationale du débat public, qui a été intéressée pour nous accompagner dans cette concertation. Mais je vous le dis, on n'est pas dans un truc réglementaire, donc c'est vraiment un travail, on va dire, co-construit ensemble avec eux sur comment est-ce qu'on va concerter tous les acteurs sur toutes ces questions dont j'ai parlé. On a commencé à travailler avec eux déjà. Ils vont rencontrer très prochainement un certain nombre d'élus, de personnalités. On a notamment donné le nom de Pierre-Alain Millet, qui ont déjà bien réfléchi au sujet et qui ont des points de vue pas arrêtés, mais assez argumentés, associations qui représentent notamment des gens qui ont des difficultés pour la mobilité, des difficultés pour acquérir un véhicule, des associations qui se battent aussi pour la qualité de l'air. Enfin bref, ils vont rencontrer tous les acteurs potentiels et imaginables pour nous aider et affiner le processus de concertation qu'on veut mettre en place pour être le plus sérieux, transparent, honnête et objectif possible. On a déjà commencé une partie de la concertation sur ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, ce sont les élus d'abord. Donc on a commencé la concertation avec les élus, bien sûr de la métropole, au travers des conférences territoriales des maires, puisque tous les maires sont concernés, toutes les communes sont concernées. On va continuer, il y a une deuxième phase qui est lancée. On est allé aussi au-delà de la métropole en rencontrant qui est plus simple à organiser, qui est celle des acteurs économiques. Quand je dis économique, c'est dans le sens large, qui eux sont organisés. Il y a les chambres consulaires, chambre du commerce et de l'industrie, chambre des métiers de l'artisanat, chambre de l'agriculture. Il y a les fédérations professionnelles, fédération du BTP, etc., etc. Je ne vais pas toutes les citer, sinon on y est encore demain. Et donc, comme ces gens-là étaient déjà concernés par la ZFE votée en 2019 et mise en place en janvier 2020, on les a réunis tous une première fois en décembre. C'était très, très riche. Et on a mis en place des ateliers de travail avec eux. Le troisième s'est déroulé cet après-midi. J'ai déjà eu des allers-retours. J'y ai participé un petit peu pour qu'on discute de tous les sujets, de quelles sont les solutions alternatives en matière de véhicules, de motorisation, de véhicules sur le marché, de disponibilité. On est bien sûr aussi en contact avec les constructeurs, avec les concessionnaires, avec toutes ces entreprises-là. Quelles sont les alternatives aussi pour diminuer les kilomètres nécessaires, parce qu'on a quand même un gros défaut, en particulier en France, c'est d'allonger les kilomètres et de délocaliser nos productions, de nous alimenter avec des choses qui viennent de très loin. Donc ça, c'est un enjeu aussi extrêmement important. Comment est-ce qu'on peut relocaliser, diminuer nos trajets, les massifier aussi pour diminuer les véhicules. Enfin bref, tous ces ateliers sont lancés et continuent en parallèle de la concertation qui va commencer en juillet avec le grand public. Et puis on lance, alors c'est un petit peu comment dire, en parallèle, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais une petite concertation sur le personnel de la métropole de Lyon, puisque vous savez que la métropole de Lyon a beaucoup de personnel. Alors je ne sais plus combien c'est d'agents, mais ça doit être de l'ordre de 8000 ou quelque chose comme ça, qui exercent différents métiers dans différents secteurs de la métropole. Bien sûr, on pense peut-être facilement aux cadres qui bossent à l'hôtel de la métropole, mais il y a tous les gens qui bossent à la voirie, au nettoiement, etc., qui sont en général des salariés pas très riches, qui ont des horaires décalés, etc., etc. Et puis on a tous ceux qui travaillent dans les collèges, dans les maisons de la métropole, dans les établissements de petite enfance ou de protection de l'enfance, etc. Bref, on a un public au sein de la métropole de salariés qu'on connaît bien et avec qui on peut être en connexion directe, qui représente peut-être pas tout, mais quand même un bon échantillon de la société métropolitaine. Et donc, on mène aussi une concertation avec eux, d'abord parce que c'est normal qu'un employeur se préoccupe de ses salariés, et ensuite parce que, du coup, on va faire des allers-retours avec eux pour voir quels sont leurs
obstacles, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs solutions et les solutions qu'on peut envisager ensemble. Diapo suivante, qui est la plus importante. Cette concertation, elle doit beaucoup travailler, co-construire. J'entends ça. Quand on fait de la concertation, on peut faire soit de l'information descendante, soit de la concertation, comme il y en a en ce moment sur des projets de tram, par exemple, ou d'autres choses, soit de la co-construction. Et là, on est dans un objectif de faire de la co-construction, c'est-à-dire d'écouter réellement quels sont les besoins des populations et des publics, de voir si on a des réponses qui existent déjà, si on en a d'autres à inventer, pourquoi pas d'écouter aussi les idées des gens, et de voir quand on n'a pas de solution facile à trouver ou à court terme ou à moyen terme, de voir comment est-ce qu'on peut donner ponctuellement, temporairement ou temporellement une dérogation. Et donc, ces dispositifs d'accompagnement, c'est comment est-ce qu'on solutionne la mobilité. L'objectif, c'est pas d'empêcher la mobilité des gens. L'objectif, c'est de dire il faut diminuer la mobilité en véhicule individuel. Parce que certes, la voiture individuelle, c'est une certaine liberté, ça peut être même un plaisir, mais aujourd'hui, on est arrivé à un niveau qui est totalement collectivement insupportable. Pour la pollution aussi, mais pour l'occupation de l'espace public, pour plein de raisons. Et on ne peut pas continuer à croître comme ça. Parallèlement, je ne sais pas quel est l'âge moyen des gens qui sont autour de la table et qui nous écoutent, mais pour ceux qui ont l'âge, peut-être pas de Michel qui est plus jeune, mais de Pierre-Alain et de moi, par exemple, on se souvient que quand on était plus jeune, il n'y a pas seulement 40 ou 50 ans, on allait à l'école à pied, on allait au collège à vélo, on se déplaçait autrement. Quand on allait faire les courses dans les commerces locaux, on ne prenait pas de voiture, etc. Donc, nos habitudes de vie ont été aussi modifiées par ce développement de la voiture individuelle. Ce n'est pas obligatoirement un confort supplémentaire ou une liberté supplémentaire. C'est devenu presque une addiction. Et donc, notre vision, c'est de dire, aujourd'hui, une partie de la population métropolitaine, une grande partie de la population métropolitaine, a, pour un grand nombre de déplacements, des alternatives à la voiture individuelle. Mais pour un certain nombre de déplacements, quand ils veulent aller à la déchetterie, quand ils veulent aller visiter, je sais pas, une grand-mère dans un EHPAD ou partir en week-end en famille, dans la famille, justement, là, ils ont besoin d'un véhicule. Et donc, du coup, ils en ont un en propriété. Et comme ils l'ont en propriété, ils l'utilisent tous les jours, y compris pour des petits déplacements courts ou des déplacements qu'ils pourraient faire à pied, à vélo ou en transport en commun, parce qu'on a quand même un certain nombre d'infrastructures de transport en commun qui existent et qu'on va les développer. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut arriver à accompagner chaque famille, chaque foyer par rapport à ses besoins de mobilité et voir quelles sont les offres qui existent, quelles sont celles qu'on peut mettre en place, quelles sont celles qu'on peut développer ou s'il n'y en a pas, comment est-ce qu'on trouve des solutions. Donc il y a l'offre transport collectif, vous la connaissez, vous avez peut-être vu aussi le plan de mandat du Citral qui développe fortement des nouvelles infrastructures et en particulier, je pense, pour Vénissieux, en plus de ce qui a déjà été fait au tram T10, qui, je l'espère, sera inauguré d'ici 5 ans, et qui reliera Gare de Vénissieux à Saint-Fond, puis à Gerland et au T1 à Tony Garnier, qui est un grand projet. Il y en a d'autres dans la métropole, donc ça existe. Il y a les modes actifs. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas se déplacer à pied ou à vélo parce que c'est pas très confortable, c'est pas du tout sécurisé. On a des soucis pour se déplacer, des cheminements qui sont pas sécurisés. Alors ça dépend bien sûr des villes et des politiques qui ont été menées par les communes. C'est peut-être plus agréable dans certaines villes de se déplacer à pied que dans d'autres, comme à Caluire par exemple, où on a des tout petits trottoirs. Et puis on a des problèmes aussi de stationnement sécurisé pour les vélos, etc. Donc on développe une grande politique de sécurisation des cheminements des modes actifs, que ce soit pour les piétons ou pour les vélos. Par ailleurs, on sait aussi que des gens ont ponctuellement, une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, ça dépend des usages, besoin d'une voiture pour aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des courses ou à la déchetterie ou ailleurs. Et dans ce cadre-là, s'ils ont des alternatives pour leur déplacement du quotidien facile, transport en commun ou modes actifs, on veut leur proposer la possibilité d'avoir accès à une voiture pas chère et adaptée à leurs besoins, sous la forme d'une pseudo-location, c'est-à-dire un autopartage. Voilà. On veut réfléchir à cette solution-là. Beaucoup de voitures passent quand même 95% de leur temps à stationner.
Et donc, ce serait peut-être intelligent de voir comment est-ce qu'on peut partager les voitures. Ça permettrait à chacun d'avoir accès à une voiture quand il en a besoin pour un coût bien inférieur à ce que coûte une voiture aujourd'hui, bien évidemment. Pour les territoires extramétropolitains, on travaille aussi sur les enjeux de covoiturage, puisqu'on a quand même 250 000 véhicules qui rentrent chaque jour dans la métropole et qui viennent de l'extérieur, et qu'en moyenne, ces véhicules individuels ont un taux d'occupation qui est de 1,1. Ça veut dire que sur 10 voitures, il y en a une où il y a 2 personnes et les 9 autres, il n'y a qu'une seule personne dedans. Donc, on pourrait peut-être trouver des améliorations au travers du covoiturage. Et puis, pour tous ceux qui veulent changer de véhicule et avoir des véhicules plus propres, on a un travail qui est déjà en avance, enfin qui est déjà en avance, pardon, qui est déjà avancé, il n'est pas du tout en avance. On essaie de rattraper le retard, mais qui est important à mener sur comment est-ce qu'on avitaille ces véhicules qui utilisent d'autres carburants. C'est bien sûr les véhicules électriques pour ceux qu'on en ont entendu parler avec les bornes de recharge. On a un vrai retard là-dessus. Mais pour les professionnels, c'est en particulier les stations de GNV, puisque beaucoup de motorisations de camions ou de véhicules professionnels existent en GNV, mais en manque de stations GNV, etc., etc. Et puis peut-être plus tard, il y aura l'hydrogène, mais ça, c'est un autre débat. Et puis pour tous ceux qui ont un véhicule qui n'est pas très ancien, qui ne mérite pas d'aller à la casse parce qu'il n'a pas 10 ou 15 ans, mais qui est polluant. On travaille aussi, et je sais que c'est un sujet qui intéresse bien Pierre-Alain, à ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire non pas le changement de véhicule, mais le changement de motorisation du même véhicule. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille, on réfléchit, et cette concertation va nous permettre d'avancer. Et enfin, on travaille aussi sur l'enjeu de la logistique, puisque même si on veut, in fine, dépolluer et si possible, décarboner le plus possible les mobilités dans la métropole de Lyon, on ne peut arrêter de nourrir les habitants de la métropole. Et donc, il faut que l'alimentation, et quand je parle d'alimentation, c'est pas que des aliments à manger, ça peut être aussi de l'alimentation tout autre, mais que la métropole soit alimentée et que ça nécessite une logistique. Et donc, on travaille aussi sur comment est-ce qu'on alimente cette métropole, sachant que nous sommes 1 500 000 habitants à peu près et que 95% en gros de ce qu'on consomme vient d'une distance très éloignée, plus de 400 km. Et donc, c'est un vrai souci et un vrai enjeu. Tout ça à réorganiser et ça, c'est en parallèle. Et enfin, je ne sais plus si c'est sur la diapo suivante. Non, c'est pas sur la diapo suivante. On travaille aussi dans cette concertation à voir avec les personnes, parce qu'il va rester sans doute une partie importante de la population qui va avoir besoin d'un véhicule au quotidien. Je pense à certaines professions. Moi, je suis infirmier à domicile, donc vous imaginez que, à part dans le grand centre hyper dense de Villeurbanne, de Lyon ou d'ailleurs, on est quand même obligé de se déplacer un petit peu à vélo, mais souvent en voiture. Il y a pas mal de professions comme ça. Il y a des gens qui ont des horaires décalés, qui commencent à 3-4 heures du matin avant l'ouverture du réseau de transport collectif et qui habitent un peu loin donc, de leur lieu de travail, donc ils ont besoin d'un véhicule pour se déplacer. Pour tous ces gens-là, je m'arrête dans la liste, mais il y en a plein d'autres, hein, on va réfléchir à comment est-ce qu'on les aide à acquérir, à se débarrasser d'un véhicule polluant pour acquérir un véhicule propre. Un véhicule propre, ça ne coûte pas obligatoirement extrêmement cher. Hein. Il y a aujourd'hui beaucoup de véhicules critère 1 sur le marché, bien évidemment, mais ce n'est pas toujours obligatoirement facile de mettre 10 000 € dans un nouveau véhicule pour un certain nombre de personnes. Et donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner, les aider au travers de plusieurs dispositifs d'aide. Il en existe déjà. Il y a les dispositifs d'État de prime à la conversion et le deuxième dispositif, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a un troisième qui est le microcrédit qui a été mis en place. Enfin bref, on va travailler, mais ça, ce n'est pas nous, élus, qui allons le décider. C'est dans cette concertation qu'on va commencer en juillet et qui va durer jusqu'à la fin de l'année, qu'on va essayer de voir quels sont réellement les besoins des gens pour trouver les meilleurs dispositifs qui soient le plus adaptés. Bon, celle-là, on peut passer très vite parce que là, c'est vraiment une histoire de calendrier et c'est vraiment loin d'être le plus important. Et donc, on va s'arrêter là sur ma présentation. L'important, c'est qu'on ait un temps d'échange. J'ai déjà été sans doute beaucoup trop long, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Il vaut mieux qu'on rentre dans le débat. Donc, nous vous remercions,
Monsieur Colas, le son était un peu fort, excusez-moi, pour cette présentation donc du renforcement de la ZFE. Alors, on a compilé plusieurs questions d'habitants et d'acteurs locaux que j'ai regroupées en thématiques. Donc, ce que je vous propose, c'est il y a 5 thématiques, donc faire des réponses courtes, donc une ou deux personnes autour de la table et Monsieur Colas peuvent bien sûr répondre ou dire ce que ça leur évoque. Notamment, donc la première thématique, c'était la qualité de l'air, parce que bien sûr c'est l'enjeu aujourd'hui de la mise en place de cette ZFE. Et notamment les questions posées, c'est pourquoi dit-on que la qualité de l'air s'améliore d'une manière générale alors que l'on renforce la ZFE? Donc ça, c'était une première question. Et également, pourquoi le diesel? Parce qu'on a vu qu'effectivement, certaines étiquettes critères sont particulièrement ciblées. Pourquoi le diesel est ciblé en priorité alors que les voitures essence émettent également beaucoup de poussières fines qui sont très impactantes sur la santé des habitants et des riverains? Donc, je ne sais pas si Monsieur Pierre Millet... Je ne sais pas, Jean-Charles, si je te laisse répondre d'abord ou si tu... Rapidement, puis c'est-à-dire qu'on ne te voit pas là en plus, donc tu connais bien le sujet. Est-ce qu'on peut, parce que là on voit pas, on voit pas Jean-Charles. Est-ce que vous voyez là? Voilà, c'est bon. Alors oui, la qualité de l'air s'améliore, ce qui ne veut pas dire que on n'est pas encore largement au-dessus des seuils autorisés par l'Organisation mondiale de la santé, et puis elle s'améliore globalement en France. Elle s'améliore beaucoup moins vite dans les zones très polluées que sont les métropoles en général et la vallée de l'Arve en particulier, qui est une autre zone effectivement très polluée, même si c'est pas une métropole. Ça, c'est le premier point. Mais à la limite, on peut dire aussi que globalement, depuis 50 ans, la santé s'améliore. Ça ne nous interdit pas de continuer à travailler contre un certain nombre de maladies ou contre un certain nombre de risques d'accidents et de détérioration de la santé au travail, même si par rapport à ce qu'ont connu nos grands-parents, sans doute que les conditions de travail se sont un petit peu améliorées, sans doute que la qualité de vie s'est un peu améliorée. Le deuxième sujet, c'est la question du diesel qui est plus ciblée. Alors, sur la question des particules fines, effectivement, théoriquement, les véhicules diesel récents, donc Euro 6 et bientôt Euro 7, émettent moins de particules fines et arrivent à un niveau qui est à peu près équivalent, voire un petit peu mieux d'ailleurs que certains véhicules essence assez récents aussi. Mais, parce qu'il y a un mais, après au moins 4 km de circulation. C'est-à-dire que les 3 à 4 premiers kilomètres, c'est complètement l'inverse. Parce que le diesel fonctionne très mal et très polluant à froid. Et donc, le diesel peut être effectivement un carburant intéressant quand on est sur des longues distances. Pour la mobilité au sein d'une métropole ou en ville, c'est un véhicule très polluant en termes de particules fines. Il n'en reste pas moins que le diesel sur l'oxyde d'azote est très polluant à froid ou à chaud et le seul carburant polluant par rapport à l'essence. Et que, je le redis, sur les questions de santé publique et sur la formation de l'ozone, l'oxyde d'azote a un rôle très important. Et 90 ou 95% de l'oxyde d'azote qui est produit et que nous respirons tous, qui est un des polluants majeurs sur la santé, est produit par les véhicules diesel exclusivement. C'est vrai qu'il y a les particules fines, mais il n'y a pas que les particules fines. Merci. Allez, si je m'autorise un petit complément. Bien sûr. Je pense que ce débat me paraissait important parce qu'il y a un vrai enjeu citoyen de la compréhension de pourquoi il y a une ZFE, de ce qu'elle veut faire et de ce qu'on veut faire, sachant qu'il y a nécessairement dans tout débat public des différences d'opinion, des points de vue, et que si on n'y prend pas garde et qu'on s'oppose entre guillemets sur des slogans ou des totems, à la fin il n'y a pas de débat citoyen réel. Alors j'aime bien dialoguer avec Jean-Charles parce que comme c'est pas la première fois qu'on échange sur le sujet et que chacun sait que personnellement je me suis abstenu sur le vote à la Conseil de métropole sur la délibération, je pense que c'est important de dire, je partage complètement ce qu'il a dit sur le fait que bien évidemment il ne s'agit pas d'opposer les pollutions entre elles ni les causes de mortalité entre elles.
C'est totalement stupide de nier le fait qu'il y a une pollution des véhicules diesel qui a un impact sanitaire, comme c'est complètement stupide de nier que oui, il y a une amélioration générale de la qualité de l'air depuis des décennies. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'importe, c'est quand même, dans ce débat, de faire percevoir tous les enjeux de la qualité de l'air. C'est pour ça que souvent, je prends l'exemple de l'industrie et de ce qui a été fait à Vénissieux sur le site Carbone Savoie, parce que c'est quand même l'exemple que l'on peut avoir des réductions massives des émissions polluantes de l'industrie. L'usine Carbone Savoie de Vénissieux, je ne vais pas en parler plus ce soir, mais c'est quand même des niveaux de pollution divisés par 10. Donc c'est vraiment un effort incroyable. C'était un site le plus polluant du sud-est de la France et c'est devenu un site exemplaire. Donc je pense que c'est très important de dire que l'on peut agir sur toutes les sources de pollution de la qualité de l'air et que les véhicules automobiles en sont une des sources. Et donc il faut aussi agir sur cette source-là, mais dans un contexte où on donne à voir aussi toutes les autres actions, parce que sinon on a tendance à les opposer, et je pense effectivement que c'est un piège de les opposer. C'est pour ça que je ne dis pas les choses de la même manière sur le diesel que Jean-Charles, parce que bien sûr le diesel est le principal émetteur d'oxyde d'azote, mais moi j'aurais tendance à dire, nous ce qui nous intéresse c'est le niveau d'émission des véhicules, peu importe la technique du véhicule. Moi, si demain, j'aurais préféré personnellement que le critère 1, par exemple, se formulait non pas sur le type de moteur, mais sur le niveau de ses émissions contrôlées. Alors évidemment, tout le monde se rappelle du Dieselgate, du fait que des constructeurs qui trichaient avec des systèmes techniques divers pour avoir des niveaux d'émissions qui respectaient les normes quand on était dans le laboratoire, mais qui ne les respectaient plus du tout ailleurs. Ça, ce problème, il a été résolu. C'était un des avantages d'ailleurs de ce scandale. C'est qu'aujourd'hui, les États ont imposé des normes strictes et aujourd'hui, on a une bonne idée du niveau d'émission des véhicules neufs qui sortent. Moi, si demain, je dis, je veux un véhicule avec un niveau d'émission d'azote inférieur à telle valeur et qu'un constructeur me sort un véhicule diesel qui respecte cette valeur, moi, j'ai aucun problème avec ce véhicule diesel. Et c'est pour ça que je fais attention sur la formulation, personnellement, tout diesel ou pas. Quelles que soient les techniques demain, ce qui compte, c'est le niveau d'émission. Et par exemple, un gros véhicule hybride lourd, eh bien, en fait, ces émissions de poussière liées au frottement peuvent être très importantes, surtout s'il est conduit par un imbécile qui a une conduite dite sportive, mais qu'on pourrait qualifier de conduite... voilà. Donc c'était cet aspect peut-être pour différencier les choses. En tout cas, oui, il y a un enjeu sanitaire. Parmi d'autres, il faut donc agir pour la qualité de l'air. Merci. Est-ce qu'il y a un autre ajout sur la qualité de l'air ? Je vous propose pour avancer sur la deuxième thématique, donc sur notamment l'impact des véhicules sur les... Excuse-moi Cécile, j'avais noté, il y a un truc quand même qui est choquant sur cette histoire, c'est les poids lourds. En France, on a laissé se dégrader le fret ferroviaire et on a laissé s'installer le transport marchandises sur route qui est aujourd'hui dominant. Et ça, franchement, en termes d'urgence sanitaire, ça me paraît vraiment un vrai enjeu. Il faut absolument réinvestir sur le fret ferroviaire et il faut dire donc que la privatisation engagée par tous les gouvernements successifs est une catastrophe pour ça. D'accord. Merci. Sur l'impact des véhicules des particuliers, parce qu'on a bien compris que donc, la ZFE, cette fois, elle va aussi toucher les particuliers et pas que les véhicules de transport de marchandises. Et donc les questions qu'on a recueillies sont... combien de véhicules des particuliers cela va concerner à Vénissieux, que faire de mon véhicule non autorisé, et puis surtout l'aspect aussi contrôle, comment va se faire le contrôle, pourra-t-on simplement partir de la métropole avec ces véhicules, et notamment une question, c'est un ami vient me voir, donc lui il n'habite pas dans une zone ZFE, il vient me voir avec un véhicule non autorisé, est-ce qu'il est sujet à avoir une amende alors qu'il vient juste me visiter? Voilà, ce type de questions. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques réponses. Oui, j'ai quelques réponses. Alors, d'abord, un tout petit mot pour dire mon complet accord avec ce qu'a dit Pierre-Alain sur la question du transport routier de marchandises et de la politique de l'État français depuis 40 ans qui a détruit le fret ferroviaire, qui a fait du report modal à l'envers vers la route. Je partage complètement. Et je pense que c'était une politique d'État et accompagnée par l'entreprise publique SNCF
qui était aussi le plus gros, et qui est toujours d'ailleurs le plus gros transporteur routier de marchandises à travers sa filiale Cernam qui est devenue Géodis. Et ça, c'est un vrai problème. Mais bon, malheureusement, en tant que conseiller métropolitain, vice-président de la métropole, puisqu'on est 3 autour de la table, mais aussi en tant qu'élus locaux de Vénissieux ou d'ailleurs, on a assez peu de leviers pour changer la politique de l'État en la matière. J'espère qu'on va y arriver petit à petit et on sera côte à côte pour faire évoluer ces choses-là. Sur les véhicules de Vénissieux, d'abord j'aimerais dire qu'il faut comment dire, baisser un petit peu le cran de stress et de peur. Il y a beaucoup de véhicules et en gros tous les véhicules essence achetés depuis, enfin ou fabriqués depuis une dizaine d'années sont critère 1, ce qui fait quand même une part importante de véhicules. Si on prend les véhicules de Vénissieux, on a 30 000, un peu plus de 30 000 véhicules de particuliers, hein, j'entends. Sur ces 30 000, il y en a 900, un peu plus de 900 qui sont critères 5, un peu plus de 800 qui ne sont pas classés, donc ils sont encore plus anciens, ils n'ont même pas de vignette critère, et il y en a 3 qui sont totalement inconnus. Donc ça fait en gros moins de 2000 sur 30 000 qui sont concernés par la première étape de la ZFE, qui sera en 2022, sans doute en milieu d'année, d'interdiction des véhicules les plus polluants. Et en plus, d'ici là, ils vont être encore moins nombreux. Parce que comme c'est les véhicules les plus anciens, ils sont renouvelés à un rythme assez rapide. Il faut savoir que le taux de renouvellement moyen des véhicules sur la métropole, c'est 6 à 7% par an. Et que entre 2019 et 2020, si je ne m'abuse, on est passé de 2800 à 1740 véhicules qui étaient classés critères 5 et plus. Donc, le renouvellement naturel fait déjà que le nombre diminue. Ensuite, on a un peu moins de 4000 véhicules critères 4. Donc, ce sera pour la deuxième étape. On a un peu plus de 8000 véhicules critères 3. Et c'est là qu'est l'enjeu essentiel avec les critères 3, un tout petit peu plus de 10 000 véhicules critères 2. Donc, on voit que la majorité des véhicules circulant aujourd'hui, enfin, ou en propriété plutôt, aujourd'hui sur Vénissieux, 18 000 et quelques sur 30 000, sont des véhicules critères 2 et 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, ils ne sont pas concernés à court terme. Puisqu'à court terme, c'est 5, puis 4, et on sera à 3 en 2025 sur le cœur de la ZFE. Le cœur de la ZFE, aujourd'hui, c'est Lyon-Villeurbanne, ce n'est pas Vénissieux. Et sans doute plus tard sur Vénissieux. Ça veut dire que ces véhicules vont pouvoir encore circuler 6, 7, 8, 10 ans sur Vénissieux et à l'extérieur, mais qu'en revanche, d'ici 3-4 ans, ils ne pourront plus pénétrer dans le cœur de la métropole. Et pour aller place Bellecour, il faudra que les gens de Vénissieux qui ont ce type de véhicule prennent les transports en commun, par exemple. Sauf s'ils changent de véhicule, bien sûr, d'ici là. Et qu'on a un petit peu plus de temps pour changer de véhicule. Et ensuite, dans les propriétaires de ces véhicules, on a à la fois des gens qui ont acheté des véhicules diesel pas très vieux, et à la fois des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et du coup ont un véhicule qui est très ancien, et même s'il est essence, il est critère 3 ou plus. Et donc, on va travailler et co-construire ensemble, je le dis bien, des dispositifs pour accompagner ces gens-là. On ne va pas aider tout le monde. Moi, ça, je le dis tout de suite. Je n'ai pas du tout envie d'aider quelqu'un qui aura un vieux véhicule diesel à acheter un SUV électrique à 40 ou 50 ou 60 000 euros pour s'amuser en ville. En revanche, on va cibler les aides de la métropole, en plus des aides de l'État, sur les personnes. Ce sera bien sûr sous condition de ressources, donc celles qui ont le moins de moyens, celles pour lesquelles les véhicules sont les plus polluants, celles qui en ont besoin de manière très régulière, etc., pour les aider à acquérir un véhicule plus propre. Et on a aujourd'hui des véhicules critères 1 essence qui sont d'occasion, qui ne coûtent pas très cher et qui sont très pertinents. On a un vrai souci sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est le véhicule familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dehors des véhicules électriques ou hybrides, et c'est un vrai débat à avoir sur les hybrides, les véhicules lourds
que ce soit les SUV ou que ce soit des véhicules familiaux, sont critère 2, même s'ils sont essence, parce que le poids qu'ils font qu'ils consomment plus. Donc, on verra comment on fait. Est-ce que c'est pas l'occasion de dire, un véhicule familial, on s'en sert pas tous les jours. C'est rare qu'on se déplace à 6 ou 7 dans un seul véhicule tous les jours. Donc, pourquoi pas avoir un parc dans chaque commune de véhicules familiaux en location pas chère pour les sorties du week-end, pour les sorties familiales, ou même en soirée. Et puis, trouver d'autres solutions pour les déplacements du quotidien avec des véhicules propres. Merci. Alors, peut-être qu'il y avait la question, Jean-Charles, en plus, c'est une dame que je connais qui a insisté pour que cette question soit posée. Tu n'y as pas répondu. Donc, il y a un ami qui vient de l'extérieur. Il vient me voir le dimanche, il va repartir, et il a un véhicule posé des feux parce que chez lui, c'est posé des feux. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, comment on peut gérer ça ? C'est vrai qu'il y a quand même une grande différence à faire entre l'usage quotidien d'un véhicule et puis l'usage occasionnel. Et je peux poser la question avec un autre exemple. J'ai un collègue de travail à l'université qui vient tous les jours au boulot en vélo, qui habite à Lyon, et qui vient à Ladois tous les jours en vélo, qui fait tout en vélo toute la semaine, mais il a un gros véhicule familial pour partir le week-end de la métro. Et donc il se dit, mais c'est quand même stupide de changer ce véhicule alors que je fais très peu de kilomètres concrètement dans la zone métropolitaine. Ça revient à ce sujet, est-ce qu'on ne peut pas faire la différence entre l'occasionnel et le quotidien ? Alors, ce sera effectivement un des objets de la concertation. Moi, je ne suis pas fermé. Je pense qu'on n'a pas les mêmes réponses en fonction des usages. On va dire l'ami qui vient de l'extérieur, il peut s'apparenter au touriste, entre guillemets. Et si on donne la dérogation à l'ami qui vient visiter quelqu'un de Vénissieux, même s'il aura le droit d'entrer dans Vénissieux encore longtemps, il n'aura pas le droit d'aller dans le cœur de Lyon, mais il aura bien le droit d'aller dans Vénissieux avec son véhicule. On risque de devoir le donner à tous les touristes qui vont venir. Et les Lyonnais et les Grands Lyonnais ne comprendraient pas que les touristes puissent circuler dans la métropole avec des véhicules polluants et pas eux. Donc, je pense que ce n'est pas le même traitement par rapport à celui qui habite le centre de la métropole et qui utilise son véhicule très peu. Et peut-être qu'effectivement, on peut. Alors, pour celui qui vient de l'extérieur, il y a quand même des solutions alternatives. En dehors du fait que peut-être que d'ici 7-8 ans ou 10 ans, j'en sais rien, c'est à nous de le déterminer, quand Vénissieux sera dans la ZFE avec l'interdiction de critère 2, peut-être qu'il aura déjà changé de véhicule d'ici là. Et peut-être qu'aussi les progrès qui seront faits sur les véhicules feront qu'il y aura pratiquement plus de véhicules polluants qui circuleront, je l'espère. Mais peut-être qu'il peut venir aussi autrement. Peut-être qu'il peut laisser son véhicule à l'extérieur de la métropole et bénéficier du réseau de transport en commun pour faire les derniers kilomètres. Il y a plein de solutions. Pour celui qui habite à l'intérieur et qui a un véhicule polluant, alors là, ça va répondre d'ailleurs à une autre question, je pense, qui va se poser. Il y a deux solutions. Soit son véhicule est très polluant, il s'en sert peu, mais il est très vieux. Et donc, pourquoi pas, effectivement, réfléchir dans les années qui viennent à le mettre à la casse et le remplacer. S'il est récent, et ce serait une ineptie énergétique et écologique de le mettre à la casse tout de suite, pourquoi pas, effectivement, donner une dérogation liée au nombre de kilomètres effectués. C'est un sujet à débattre entre nous et à co-construire entre nous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions donc sur les contrôles ? Alors, pour avancer, donc on en a un petit peu parlé là, au sujet des dérogations. Effectivement, la question des dérogations et par exemple, je suis traiteur, mon camion frigorifique aujourd'hui n'est pas autorisé. Donc ça, c'est pour les acteurs locaux, pas forcément des particuliers. Est-ce que je vais pouvoir avoir une dérogation ou un accompagnement à la mutation de mon véhicule. Si j'ai besoin de me déplacer en voiture et que j'ai pas les moyens d'en changer, c'est-à-dire que même si avec les accompagnements proposés, je suis pas concernée, est-ce que je peux obtenir une dérogation ? Voilà les questions qu'on a reçues, les questions des habitants. Alors, c'est pas du tout la même chose. D'abord, notre objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont besoin d'un véhicule et qui n'ont pas les moyens d'en changer, on les accompagne pour qu'ils puissent en changer. C'est ça l'objectif du système d'accompagnement qu'on veut mettre en place, bien évidemment. Comme je l'ai déjà dit, et on va aller jusqu'au bout pour y arriver, c'est notre enjeu.
Ensuite, les dérogations, elles existent déjà, hein, et donc après, elles sont sans doute améliorées. Elles existent déjà pour les professionnels. Soit les véhicules n'existent pas. Il n'y a pas d'alternative sur le marché de véhicules propres qui fait la même chose. Et dans ce cadre-là, on donne une dérogation. Soit il existe et le professionnel a besoin d'un certain temps pour en changer parce que son véhicule est récent, parce qu'il faut qu'il soit accompagné économiquement, parce que les délais de livraison sont longs et on fait une dérogation temporaire. Sachez quand même que déjà l'offre de véhicules professionnels propres est en train d'exploser. Alors certes encore un peu cher, et donc on travaille avec les constructeurs pour voir comment on accompagne les entreprises par rapport à ça, mais il y a de grands progrès qui sont faits, et aujourd'hui j'ai encore visité des entreprises qui ont des véhicules de travaux publics, des pelleteuses, des véhicules très lourds et très complexes et fabriqués à quelques unités, qui sont aujourd'hui critère 1, voire moins, voire 0, quand elles sont électriques. Ça existe. Ça va se développer petit à petit dans l'offre et la transformation va se faire dans les années qui viennent et on va l'accompagner bien évidemment. Et effectivement, il restera peut-être sans doute quelques cas. Sur les camions frigorifiques, on a déjà des solutions, mais en revanche, sur les petits véhicules utilitaires d'un artisan qui transporte 500 kg ou une tonne de carrelage, là pour l'instant, on ne sait pas bien faire parce qu'un véhicule électrique ne suffit pas. On pense quand même, selon les constructeurs, que dans les 3 ans qui viennent, on aura la solution technique. Je n'ai pas répondu sur les contrôles parce qu'il me semblait qu'il y avait une question sur les contrôles, oui. non ? Oui. Comment on va être contrôlé ? Très rapidement, c'est un gros sujet, hein, mais qui ne concerne pas que la ZFE, qui concerne la politique de l'État par rapport à l'ensemble des contrôles et du respect des règlements. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une grande partie de la population qui respecte les règlements, que ce soit la vitesse, que ce soit le stationnement, etc., et qui s'énervent des incivilités de ceux qui ne respectent pas. Et dans votre secteur, je passe quand même quelques fois régulièrement sur le boulevard périphérique, on voit qu'il y a quand même 80% des véhicules qui respectent les 70 km/h et puis une petite vingtaine de pourcents qui a des conduites très dangereuses, voire dangereuses. Comment est-ce qu'on respecte ça ? Et là, je le dis très honnêtement, l'État est très défaillant. Il est très défaillant globalement. C'est lui qui a effectivement beaucoup de pouvoir de réglementation là-dessus et de moyens pour mettre en place des outils pour contrôler. Pour l'instant, on a un seul outil de contrôle, c'est l'humain. Donc, autant vous dire que depuis la mise en place de la ZFE pour les professionnels, le nombre de contrôles est très faible. C'est-à-dire que c'est la police nationale et la police municipale qui ont le droit de verbaliser. En pratique, ils ne verbalisent jamais pour non-respect de la ZFE, sauf quand ils arrêtent quelqu'un qui a fait d'autres infractions. Vous grillez un feu rouge, par exemple, la police vous arrête et vous êtes désagréable avec la police, vous les connaissez, ils font le tour du véhicule pour voir toutes les infractions du véhicule. Et dans ce cadre-là, on a quelques centaines d'amendes ZFE qui ont été faites ces derniers mois, enfin sur au moins une année, ce qui est quand même très faible. On a un deuxième système, donc pour l'instant c'est le seul système qu'on a. On a un deuxième système que l'État veut pousser, mais qui repose beaucoup sur les collectivités locales, et donc du coup on est fortement en tension avec l'État là-dessus, qui est la vidéo-verbalisation, que certaines communes utilisent déjà, notamment pour le respect des règles de stationnement. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des caméras de vidéosurveillance qui captent la circulation et le stationnement et qui peuvent, donc on voit la plaque d'immatriculation et derrière l'écran, il y a un officier de police judiciaire qui peut vérifier que le véhicule a le droit de circuler et éventuellement, si ce n'est pas le cas, qui peut dresser une amende. Ce n'est pas très performant parce que ça demande beaucoup de moyens humains et beaucoup de temps et on sait que nos polices, que ce soit la police nationale ou la police municipale, notamment la police nationale avec les baisses d'effectifs qu'il y a eu ces dernières années, n'a pas beaucoup de moyens humains pour faire tout ça. On attend, c'était annoncé en 2022, maintenant on parle plutôt de 2023, voire de fin 2023, ce qu'on appelle le contrôle sanction automatique, comme les radars de vitesse qui existent, même s'il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est un contrôle par lecture automatique des plaques, et donc c'est un radar qui lit la plaque, qui interroge le fichier des immatriculations pour connaître du coup le niveau de critérisation du véhicule et qui, le cas échéant, peut dresser automatiquement
une contravention. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Je vous le dis, aujourd'hui, on est plutôt sur fin 2023, même si on espérait un petit peu plus tôt. Ça va être l'outil essentiel pour qu'on puisse mettre en place et faire respecter la réglementation. Merci pour cette précision. Pour les dérogations, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sinon, j'enchaîne sur le quatrième thème qu'on a un petit peu fait ressortir dans les questions. Ce sont donc le thème sur les financements. Donc vous l'avez un petit peu abordé, notamment en expliquant que c'était ciblé sur les véhicules les plus polluants et auprès des personnes les plus pas en capacité de changer de véhicule. La question est quand même concrète, c'est quels sont les montants d'aide possibles, qu'est-ce qu'on peut attendre comme montant, et notamment on apprend que dans la métropole de Paris, on peut arriver jusqu'à 20 000 euros. Donc est-ce que ça va être possible à Lyon? Et évidemment, si vous avez déjà une idée des conditions pour être éligible, voilà, quelles sont-elles, ces conditions? Alors, bien évidemment, quand on lance une concertation, on essaye d'éviter de dire quel sera le résultat de la concertation avant de l'avoir commencé. Donc, je ne peux pas vous dire tout de suite quels seront le montant des aides et jusqu'où on ira, etc. Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous ne souhaitons pas, ou ce que nous souhaitons. Effectivement, aujourd'hui, on peut cumuler jusqu'à 19 000 ou 20 000 euros d'aide en région parisienne, mais pour l'achat d'un véhicule critère 0, donc électrique, qui coûte à minima 32 000 euros, puisque c'est un véhicule neuf en plus. Donc ça veut dire qu'il reste 12 000 euros à sortir par la personne. Or, ces aides sont en plus assorties à condition de ressources, donc ces 20 000 euros, c'est pour les personnes les plus pauvres, avec de mémoire moins de 6 000 et quelques euros de revenus fiscal de référence. Ça ne concerne pas beaucoup de monde, et en général, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de sortir 12 000 euros pour acheter ne serait-ce qu'une Zoé électrique, qui est le premier prix des véhicules électriques. 32 000 euros, ça reste cher. Nous, notre vision à la métropole, c'est de dire, on ne veut pas obligatoirement aider les gens qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique de l'acheter. En revanche, on sait qu'il y a aujourd'hui sur le marché beaucoup d'offres de véhicules propres, c'était un critère 1, qui coûtent moins de 10 000 euros et qui soient neufs ou voire moins de 5 000 euros s'ils sont d'occasion. Et donc, on veut à la fois aider plutôt l'acquisition de ce genre de véhicules, c'est-à-dire que le reste à financer soit le plus faible possible, et bien sûr le soumettre à condition de ressources, et donc que les personnes les plus en difficulté pour sortir, même ne serait-ce que 3 000 – 4 000 euros, on puisse les accompagner à tout point de vue, donc avec un niveau d'aide subvention, et quand il reste un reste à charge, avec un microcrédit garanti par l'État et la métropole, et avec un taux le plus proche de zéro, voire avec un remboursement des intérêts par la métropole. Donc tout ça, c'est des pistes, rien n'est décidé bien évidemment, mais notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de reste à charge trop fort pour les gens les plus pauvres, donc d'aider en premier lieu les gens les moins riches, bien sûr avec plusieurs niveaux progressivement, et de les accompagner le plus possible. Voilà. Mais pas obligatoirement de viser que des véhicules électriques, bien évidemment. Merci. Oui, bien sûr. Oui, les questions qui ont été posées, je trouve qu'elles sont intéressantes, surtout celles-ci, parce qu'on voit aussi l'inquiétude des personnes. Quand on commence à demander combien je pourrais avoir d'aide, etc., ça montre que dans la tête de la personne, elle est déjà inquiète et qu'elle se dit comment je vais faire par la suite. Et là, c'est toute la réponse et le travail qui sera fait dans la co-construction, dans la concertation, avec l'accompagnement, quel qu'il soit. Il y a l'accompagnement, effectivement, peut-être financier, les dérogations, etc. Mais il y a aussi tout ce qui sera développé, je l'espère, par exemple, sur Vénissieux, avec... bien évidemment, on a, Jean-Charles l'a dit tout à l'heure, sur l'arrivée du T10, mais nous avons aussi le T6, le T4, donc les fréquences nécessaires
pour que toutes les personnes qui souhaitent prendre le tram, on l'avait vu avec l'arrivée du T4, où ça avait été un tel succès que du coup il avait fallu agrandir les rames, qu'il avait fallu amplifier en fait la fréquence, etc. Et je pense que c'est aussi, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra développer en plus. Par exemple, je pense aux stations Vélove, par exemple à Vénissieux. Finalement, les 5, on voit bien qu'elles ne suffisent pas parce qu'on arrive uniquement, en fait, pas très loin de Lyon, et on n'arrive même pas déjà jusqu'à la... non, mais je fais exprès, jusqu'à l'hôtel de ville. Donc là encore, il va falloir... Je pense que les réponses, elles vont être multiples. Il y a l'accompagnement, les dérogations. Il y aura aussi tout ce qui sera fait en termes de développement du tram, et puis le développement aussi de... Alors, bon, il y a le réseau express vélo, mais pas uniquement. Il y aura aussi le Vélove. Pourquoi pas, par exemple, parce que bon, on sait tous, par exemple, que quand on habite le plateau des Minguettes, bon, on peut effectivement monter en vélo électrique comme Pierre-Alain Millet, mais tout le monde n'a pas de vélo électrique. Donc, par exemple, est-ce qu'on est en capacité de développer une réflexion en se disant, bon, on va en vélo jusqu'à l'hôtel de ville, et puis quand ça monte, je laisse le vélo à tel endroit, et après, je prends le tram pour faciliter un certain nombre de multi-usages, de multi-déplacements et de continuité. Donc, je pense que dans la concertation, c'est ça qu'il va falloir arriver à construire ensemble et se dire que c'est comme quand on parle de sécurité ou d'autres sujets, c'est la réponse, elle n'est pas unique, elle est multiple. Et je crois que là encore, la métropole et l'exécutif travaillera sur toutes ces questions, mais par exemple, quelqu'un qui commence son trajet, moi je connais des gens qui me disent, bon bah écoutez, je veux bien aller jusqu'à la gare de Paris en vélo, mais après moi je veux le tram. Donc comment on fait pour qu'il n'y ait pas de rupture, parce qu'on ne va pas monter avec son vélo dans le tram, donc il faut aussi créer... Alors justement, c'est aussi une question, je pense, qu'il faudra peut-être se poser, ou alors est-ce que je peux le stocker à un endroit? Il y a toutes ces questions, je pense, qui vont peut-être venir dans la concertation et qu'il faudra aussi peut-être développer, réfléchir à de nouvelles choses, peut-être techniquement, etc. Voilà. Complètement d'accord. C'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'abord d'écouter, de faire remonter toutes les situations possibles et imaginables, et ensuite de mettre en place un système pour accompagner les gens. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait pour les entreprises, on veut le faire pour les particuliers, on veut qu'il y ait ce qu'on appelle un conseil en mobilité, et qui ne soit pas seulement au siège de la métropole ou du Citral, mais qui soit délocalisé dans les communes, dans les quartiers, ou dans les maisons de la métropole, dans les mairies, dans les CCAS, dans les agences Citral quand il y en a, etc. On est des gens qui soient là pour accueillir les gens, pour faire avec eux un bilan de leurs besoins de mobilité et trouver les solutions. Et les solutions, elles sont obligatoirement multiples. Et effectivement, comme le dit très bien Michel, on va développer les transports en commun, on va développer les différents modes actifs, on va mettre en place des locations longue durée de vélos et en particulier de vélos assistance électrique. On distribue 10 000 vélos aux jeunes et aux étudiants. On va mettre plein de choses. On autorise maintenant les vélos dans les tramways à certaines heures. On essaye de développer plein de choses, mais les réponses, même pour une seule personne, sont multiples. Et donc, on va essayer de les accompagner pour leur offrir un bouquet d'offres de mobilité qui leur permet de répondre à tous leurs besoins de mobilité. Ça a été... Une aide-soignante qui travaille dans un hôpital du centre de Lyon et qui habite juste derrière Vénissieux, un petit peu plus au sud, vous voyez, en dehors de la métropole, parce que c'est un petit peu moins cher. Et du coup, c'est compliqué parce qu'en plus, elle prend très tôt son service et qu'elle a des horaires décalés parce qu'elle est en plus dans un hôpital privé, donc elle commence tôt le matin et puis elle fait des horaires découpés. Peut-être qu'on l'accompagnera pour acheter un véhicule parce qu'elle aura besoin quand même d'une voiture pour se déplacer qui soit critère 1 et qui coûtera moins de 5 000 € et qui lui suffira pour ses trajets quotidiens.
quotidien, et qu'en même temps, on lui offrira un accès, enfin, on lui offrira à un prix très compétitif et bien moins coûteux qu'une voiture aujourd'hui, un accès au transport en commun et à des modes actifs, c'est-à-dire à des vélos en location longue durée. Et puis, comme cette dame, elle a 2 enfants et un mari, effectivement, parfois, ils partent à 4, et donc, elle a besoin d'un véhicule un peu plus gros, un peu plus familial, et donc, il y en aura un en proximité de chez elle, qu'elle pourra réserver pour un coût très faible, bien moins fort que même l'utilisation d'une voiture en propriété, quand on prend les coûts de l'assurance, de l'amortissement, etc., et qui lui servira ponctuellement pour aller faire des courses ou pour partir en week-end. C'est un exemple parmi d'autres. Il peut y avoir des milliers de cas différents, et puis surtout des situations qui évoluent dans la vie, parce qu'on n'habite pas toujours au même endroit, on ne vit pas toujours dans un foyer qui est de 2, 3 ou 4 ou 5 personnes et que ça ne change pas. Donc le parcours, comme le parcours résidentiel, le parcours de mobilité évolue dans la vie, et il faut qu'on ait une offre qui permette de répondre à toutes ces évolutions. Très bien, effectivement, c'était la dernière thématique des questionnements des habitants sur l'alternative de la voiture individuelle. Donc c'est absolument ça. Il faut pouvoir répondre aux horaires décalés. Donc vous venez de le faire. Et il était même évoqué la réflexion sur des taxis collectifs publics ou voilà des parcs relais vélos. Il y a peut-être un petit ajout. Oui, je vais peut-être en parler parce que je connais la personne qui a posé la question aussi. Mais je crois qu'on est d'accord sur un point. L'objectif, c'est pas de provoquer le changement de 400 000 véhicules dans la métropole de Lyon, parce que ce serait stupide d'un point de vue environnemental et puis impossible d'un point de vue économique. Mais je crois que le premier enjeu, en tout cas pour les élus communistes, c'est de réduire la part modale de la voiture. Parce que c'est vrai qu'on prend ce sujet à travers la qualité de l'air, mais vraiment, c'est quand même d'abord un problème de mobilité au sens large. Et franchement, si on veut réduire la part modale de la voiture, c'est vrai qu'il y a une première réponse que tout le monde connaît, et j'invite ceux qui ne l'ont jamais fait à aller à Lyon de Vénissieux en vélo le soir à 18h. On va 2 fois plus vite, 3 fois plus vite qu'en voiture. Donc c'est d'ailleurs un grand plaisir de doubler une file de voitures qui est en attente, qui est stationnée, Donc on se rend bien compte qu'il y a une aberration même de la place de la voiture dans les déplacements urbains, et on a tous l'expérience de perdre son temps finalement dans un bouchon, ce qui n'est vraiment agréable pour personne. Mais ça me conduit à dire quand même que dans le contexte de ce débat, il y a vraiment un enjeu sur le plan de déplacement urbain. C'est un sujet sur lequel je me suis déjà exprimé. Le plan de déplacement urbain actuel, il propose de réduire la part modale de la voiture de 44% en 2015 à 35% en 2000, je sais pas combien, en 2030. Et très sincèrement, aujourd'hui, ça, ce n'est pas suffisant. Et se construire les moyens d'aller vraiment nettement plus loin, et en gros de se dire que on ne veut pas, nous, un périphérique Bonnevet à 200 000 véhicules jour dans 10 ans, Il est aujourd'hui à 150 000 véhicules. Est-ce qu'on peut dire qu'on a l'ambition d'avoir un périphérique à 80 000 véhicules jour ? Là, pour le coup, ça impose tout un tas de choses, y compris justement dans ce que tu disais sur les 250 véhicules qui viennent de l'extérieur dans la métropole, parce que c'est une partie de ce qui fait le bouchon sur le périph' aux heures de bureau. Et donc il y a vraiment un enjeu. Donc on développe fortement les modes actifs. Sincèrement, tout le monde à Vénissieux a vu depuis 2 ans le renforcement de la place des vélos. Voilà, il y a 4 ans, moi je pouvais faire un trajet jusqu'à la Doua, j'avais pas vu un vélo à Vénissieux. Aujourd'hui, j'en vois à tous les carrefours, et il faut faire attention d'ailleurs parce que les vélos entre eux doivent apprendre un peu quand même le code de la route, parce que on n'y est pas forcément tout de suite attentif. Donc ça, c'est une réalité et ça existe, mais il faut quand même aussi, donc, si on veut réduire la part de la voiture, il faut développer les transports en commun. Oui, il y a le programme du Citral, mais très sincèrement, je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit au niveau de ce qui permettrait de réduire la part modale de la voiture jusqu'à moins de 30%, jusqu'à 25% peut-être, parce que je pense que c'est ce qu'il faut viser si on veut un périphérique Laurent Bonnevet à 80 000 véhicules jour, c'est-à-dire 2 fois moins qu'aujourd'hui. Et par exemple, nous à Vénissieux, comme tu le sais, Jean-Charles, on n'hésite jamais à replacer la question
de la prolongation d'un axe fort vers Corba avec une base multimodale, avec un pôle d'échange multimodal, avec covoiturage justement, parce que ce serait capter les arrivées de l'extérieur hein, en amont de la ville. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup à réfléchir sur le transport en commun. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même à innover plus fortement? C'est cette idée que proposait, mais tu le connais, hein, c'était Henri Tivillier qui le premier en parlait il y a quelques années comme conseiller métropolitain, sur cette idée entre le transport lourd, métro, tram, et les modes actifs, comment on répond à des besoins diversifiés de porte-à-porte auxquels on répond mal par les modes actifs. On peut penser aux personnes âgées, évidemment aux personnes handicapées. Il y a des services aujourd'hui au Citral hein, de déplacement à la demande en véhicule, je ne sais plus comment il s'appelle, j'allais dire une bêtise, j'ai perdu le nom. Optibus, merci. Voilà. Et puis par exemple, on voit des initiatives privées. Par exemple, Uber à Paris commence à développer de l'Uber collectif. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça marche bien d'abord, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à réserver un véhicule et on attend que le véhicule soit plein pour pouvoir le prendre. Alors là, l'idée, elle est simple. Imaginons qu'il y ait dans la métropole de Lyon un service public, Citral, complémentaire au métro et au tram et au bus, et qui serait un petit véhicule de 8 places. Il y en a 1 millier dans l'agglomération, et ils sont pilotés à la demande, comme on le fait aujourd'hui avec les plateformes numériques de gestion de mobilité à la demande. Et puis ce véhicule, eh bien, il a une intelligence artificielle qui optimise son trajet. Donc il fait un tour, il prend quelqu'un d'autre. Donc on accepte d'avoir des gens qui rentrent dans le véhicule comme si on rentrait dans un bus. Et puis ce véhicule, soit il vous prend à votre porte ou presque, il vous pose peut-être à une station de métro parce que c'est ce qui vous arrange pour faire votre trajet, peut-être qu'il vous emmène plus loin. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même à innover, à inventer pour avoir une réponse publique entre le mode actif et le transport en commun lourd? C'est quand même un vrai sujet. En tout cas, sur les alternatives, je pense qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de créativité à avoir si on veut répondre aux besoins de nos habitants. Tu as complètement raison et je suis un fan de cette créativité parce que je pense que c'est plutôt... bon, on sait faire des infrastructures de transport collectif lourd, mais ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Et en France, on est un peu en retard sur justement les initiatives un petit peu modernes. Alors, je suis pas un fan d'Uber, loin de là, hein, c'est un euphémisme, mais pourquoi pas, c'est une très bonne idée de réfléchir, en tout cas, d'abord le service d'Optibus pour les personnes à mobilité réduite mérite effectivement qu'on y réfléchisse et qu'on le développe différemment, parce qu'il est aujourd'hui un peu débordé, et pourquoi pas d'autres systèmes. Je voudrais juste, parce que je vais devoir vous quitter, parce que malheureusement j'ai un autre rendez-vous professionnel, lui, derrière, mais avant de vous quitter, je voulais juste confirmer complètement ce qu'a dit Pierre-Alain. Le plan de déplacement urbain actuel est assez indigeste et peu ambitieux, donc on va travailler un nouveau plan de déplacement de mobilité à partir de l'année prochaine, de toute façon qu'il va falloir qu'on construise, c'est l'objectif de la loi, avant fin 2024 et sur un territoire beaucoup plus large, puisqu'on sera sur le territoire du nouvel établissement public Citral, donc il comprend en gros tout le département du Rhône. Moi, mon objectif, c'est de réduire de 50% le nombre de véhicules qui circulent dans la métropole d'ici 10 ans. Alors, il est très ambitieux, ça veut dire qu'on essaye de passer de 35% à 17,5% de part de véhicules. Il n'est pas impossible parce que d'abord, il faut savoir que beaucoup de nos déplacements que nous faisons en voiture peuvent vraiment être faits autrement. C'est assez sidérant, mais la majorité des déplacements dans la métropole faits en voiture font moins de 3 km. Donc là, déjà, si on changeait un petit peu cette culture, cette addiction à la voiture individuelle, on a quand même un certain nombre de communes de la métropole, alors c'est peut-être moins le cas à Vénissieux, mais ça touche quand même beaucoup de communes, où on prend la voiture pour emmener les enfants à l'école à 500 mètres, ou pour aller chercher une baguette à 300 mètres, on prend la voiture. Enfin, on est quand même dans un système où déjà on pourrait faire évoluer les comportements. Et au-delà de ça, en développant toutes les alternatives de manière très forte, que ce soit les modes actifs, que ce soit les transports en commun, que ce soit de nouvelles alternatives, pourquoi pas de taxi collectif, de taxi social, on peut imaginer plein de choses. Je pense qu'on peut trouver des solutions. Et très honnêtement, je le dis comme ça parce qu'on est entre nous et que ce n'est pas du tout public, hein, vous ne le répéterez pas, je pense qu'après l'engagement pris
par Gérard Collomb et qu'on va essayer de mettre en œuvre, même si ça va prendre quelques années et sans doute 2 mandats, de transformation de l'autoroute A6 A7 en boulevard urbain apaisé, comme une route urbaine normale, comme la rue Garibaldi par exemple. Je pense qu'on doit avoir le même objectif pour le boulevard périphérique pour les 15 ans qui viennent. C'est-à-dire que ce périphérique est une On est coupure, entièrement d'accord avec Merci Jean-Charles. une fracture entre le centre de la métropole et toutes les autres villes, une fracture physique en plus, avec des ponts, des infrastructures de béton très lourdes. Il faut qu'on le supprime. Il faut que ça devienne une voirie apaisée, où les gens roulent normalement, où les gens peuvent se croiser, comme on se croise dans nos villes, et où on se voit. C'est-à-dire que quand j'habite le 8e, je vois Vénissieux et inversement, et qu'il n'y ait pas un autopont qui me cache la vue, etc. etc. Et je pense qu'on peut fortement réduire le nombre de véhicules qui circulent sur le périphérique. On va commencer à mettre en œuvre des mesures sans doute d'ici cette fin du mandat, mais ça doit être un objectif pour les prochains mandats. En tout cas, merci Jean-Charles. J'ai compris que tu allais nous quitter pratiquement maintenant. C'est moi qui vous remercie, parce que je ne peux pas partir sans vous remercier. D'abord parce que c'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets-là. Vous comprenez que je suis passionné et du coup je suis trop bavard. Ensuite parce que vous m'avez permis du coup un tour de chauffe. La concertation réelle, réglementaire va commencer au mois de juillet, et donc je me suis un peu entraîné avec vous et c'était très agréable. Et en plus, vous avez fait un travail qui est très intéressant, puisque vous avez récupéré des questionnements avant, vous avez mobilisé des gens qui ont réfléchi à ces questions-là, et donc du coup, j'ai essayé d'apporter des réponses. Il y en aura d'autres dans les mois à venir. On a quand même plusieurs mois de concertation qui commencent, et je reviendrai avec plaisir en présentiel ou en visio sur Vénissieux pour rediscuter de tous ces sujets-là. Je sais que je n'écouterai pas les discours de clôture de Michel, mais je lui fais confiance, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous prie de m'excuser d'être obligé de partir à un autre rendez-vous. Merci Jean-Charles. Alors. Merci. Merci beaucoup. Peut-être on avait prévu vous aviez MDI2 and Die, peut-être vous aviez prévu de nous réagir aussi sur ce projet de renforcement des ZFE. Je pense qu'il est allumé déjà. Oui, alors quelques mots, même si beaucoup de choses ont été dites par rapport à cette ZFE, notamment l'inquiétude qui est présente sur les habitants et notamment sur la commune concernant l'instauration effectivement de cette ZFE, concernant le renouvellement du parc automobile. Il est clair que c'est un enjeu qui est immense pour le quotidien des Vénitiens, mais aussi pour l'ensemble de la métropole. L'enjeu, il est économique, mais il est aussi social, donc de première importance. Et il faut aussi, et la concertation permettra peut-être de le relever et de le souligner, que beaucoup de Vénitiens ont besoin effectivement d'un véhicule pour accéder à l'emploi dans des zones d'activité et sur toute l'aire urbaine lyonnaise. Alors après, par rapport à ça, on peut aussi dire que effectivement l'implantation de certaines entreprises éloignées des transports en commun aussi n'est pas forcément facilitée pour les déplacements de la population métropolitaine à ce titre. Donc ça peut aussi être un axe de travail au-delà effectivement du développement des transports en commun, mais aussi du choix stratégique d'avoir des zones d'activité peut-être proches des transports en commun. Donc comme il a été évoqué, la voiture elle permet effectivement plusieurs usages, que ce soit les loisirs, faire ses courses ou tout autant d'activités qui sont essentielles au quotidien. Et c'est pourquoi effectivement cet accompagnement il doit se faire avec un certain nombre de dispositifs, comme il a été évoqué, que ce soit le maillage des transports en commun qui doit continuer, que ce soit le plan de déplacement urbain qui doit être beaucoup plus ambitieux pour effectivement englober tous les modes de déplacement qui soient effectivement piétons, mais aussi par rapport au vélo. Et effectivement donc permettre des déplacements qui doivent se faire à l'intérieur de la métropole, mais aussi effectivement à l'extérieur. Mais pour ça, effectivement, il faut aussi que l'État et la métropole accompagnent de manière conséquente les habitants à travers ce dispositif, qui n'auront pas forcément les moyens de renouveler leur véhicule, tout en sachant que l'objectif de cette ZFE, bien sûr,
n'est pas d'avoir une ZFE punitive et que les habitants justement le comprennent par rapport à cela, mais qu'on ait bien une ZFE qui permette d'adapter, de proposer différentes solutions de déplacement. Et donc c'est pour cette raison voilà, qu'on reste effectivement vigilant et qu'on est totalement favorable effectivement à cette ZFE qui doit être le vecteur de l'amélioration du cadre de vie et de la qualité de l'air. Et la concertation sera bien évidemment un moment important qui permettra de saisir la question des habitants et leurs inquiétudes quant au dispositif et son application. D'accord. Voilà, on continue la série des conclusions. Oui, donc bonsoir. Donc, je vais parler en tant que représentant du groupe L'écologie à Vénissieux. Donc, Jean-Charles Colas a quand même beaucoup exprimé notre point de vue, étant donné qu'on est un peu de la même famille politique. Comme vous avez pu l'entendre, je pense que les craintes des habitants, aussi bien des Vénissiens que de tous les citoyens de la métropole, ont été entendues. On a compris qu'il y avait aussi cette difficulté aussi bien au changement financier, donc le coût financier qu'allait représenter ce changement de réglementation, mais aussi la peur que pouvait entraîner le changement de mode de fonctionnement. Donc comme l'a dit Jean-Charles aussi, on a voulu axer aussi bien avec les infrastructures comme le T10, les nouvelles lignes de bus, les infrastructures type REV, donc le réseau express vélo, faciliter l'accès au transport en commun ou au mode doux pour quitter la voiture, mais aussi cet accompagnement, on va dire, humain, donc avec des propositions adaptées qui vont être proposées avec des accompagnants. Donc après, on ne peut pas trop détailler cette proposition-là parce que, voilà, comme vous l'avez compris, on est encore en phase de travail, donc une concertation va aussi avoir lieu. On a eu l'occasion aussi d'échanger avec les Vénitiens et c'est souvent les personnes qui allaient utiliser leur véhicule pour travailler, qui étaient souvent inquiètes. Donc, pour rappel, on a à peu près 20 000 actifs sur Vénissieux, donc 30% de ces actifs qui travaillent dans Vénissieux, 30% qui travaillent c'était les derniers chiffres qui ont été donnés à l'Observatoire de Vénissieux, 30% qui travaillent dans Lyon, 30 autres % qui travaillent au sein de la métropole et 10% qui travaillent en dehors de la métropole. Donc forcément, qu'on travaille à Vénissieux ou qu'on travaille à Villeurbanne, les moyens de transport ou les différents types de pistes cyclables ne vont pas être les mêmes. Et forcément, il faudra aussi adapter, on va dire, les mesures au lieu de travail des personnes. Donc il y a tout un travail de concertation important qui va maintenant être mené pour essayer de faciliter au maximum cette nouvelle transition. Et pour rappel, la ZFE n'est pas là pour réprimander, on va dire, mais vraiment pour protéger les publics fragiles. Donc aussi bien les personnes âgées que les enfants, que les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Parce que l'objectif principal, c'est aussi au-delà de changer notre mode de déplacement, c'est aussi protéger nos anciens, nos enfants et toutes les personnes qui peuvent subir la pollution qu'on a actuellement sur notre métropole. Voilà. Merci. Merci. Oui, Pierre-Alain. Je voulais juste ajouter une petite chose pour bien se faire comprendre sur l'enjeu de tout le travail qui est fait. On est parfaitement d'accord, Nicolas. D'ailleurs, on a fait un communiqué commun de la majorité municipale sur l'objectif d'accompagner, parce que l'enjeu de la qualité de l'air, il est réel et pour tout le monde. Mais la difficulté qui reste, et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte l'inquiétude des Vénitiens, c'est effectivement, ok, mais les mesures d'accompagnement, d'alternative, en 2025, elles en sont où? Et dans la réalité, on va mettre en place un système de contrôle automatique quand même. Et donc, moi, je crois que l'objectif qu'on doit pouvoir partager, c'est que, si je mets de côté les incivilités, l'objectif, c'est que le système de contrôle automatique, il ne sanctionne personne. Parce qu'on a construit les alternatives et l'accompagnement pour tout le monde. Et donc à ce moment-là, ce système, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il reste utile si finalement il ne sanctionne personne? Alors il y aura toujours des incivilités, donc ça il faut le garder. Mais l'ambition, c'est ça, et très sincèrement, comme le disait Jean-Charles Colas, c'est un défi quand même. Merci. Pour conclure, Madame le maire, peut-être? Déjà, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent ce soir. Remercier également la participation de Jean-Charles Colas. C'était un vrai besoin, ce débat, ces questions qui sont arrivées pour pouvoir commencer à échanger.
même si nous n'avons pas justement, le but c'était pas d'avoir toutes les réponses, c'était de commencer à discuter. Donc ce mot de conclusion, pour être synthétique et quelque peu philosophique, je dirais qu'en la matière, le point d'arrivée compte presque moins que le chemin pour y parvenir. Créée en 2019, la zone à faible émission couvre l'ensemble des arrondissements lyonnais, ainsi que des territoires limitrophes. À Vénissieux, c'est la pointe nord de Paris, le quartier Joliot-Curie et le Moulin à Vent qui sont donc concernés. Par palier, l'objectif à terme de la métropole est d'exclure d'un périmètre central à définir les véhicules diesel, les véhicules essence les plus anciens à l'horizon 2026. L'intention est claire et louable, lutter contre la pollution, pour la qualité de l'air et pour le cadre de vie. À l'heure du réchauffement climatique, toutes les grandes agglomérations vont devoir se repenser à l'aune d'un défi complexe. Reste qu'une intention n'est réussie que si elle parvient à fédérer l'ensemble des habitants et non une part seulement d'entre eux. En un mot, pas d'environnement durable à la carte, mais une écologie pour tous et partagée par toute la population sans discrimination territoriale. Les politiques de développement durable ne sauraient être dissociées des dimensions sociales, économiques, des territoires auxquels elles sont destinées. L'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants va forcément créer un déséquilibre et accroître les inégalités entre les catégories sociales et géographiques. Il ne faut pas qu'elles deviennent synonymes de nouvelles exclusions, de nouvelles inégalités. Selon des estimations qui demandent à être affinées, ce serait près de 9000 véhicules qui seraient interdits à Vénissieux en 2025. Or, pour des familles modestes, la part d'un budget consacré à l'achat d'un véhicule neuf, quand elles en ont les moyens, n'est pas du tout proportionnelle à celle d'une famille aisée. Les critères sociaux, revenus de l'usager, prise en compte des horaires atypiques, on l'a dit tout à l'heure, comme pour de nombreux intérimaires, possibilités de dérogation de circulation, doivent être donc intégrées aux réflexions en amont de la mise en place de la ZFE. Sans oublier la situation des entreprises et des artisans. Des moyens nécessaires devront donc venir renforcer les mesures d'accompagnement et les dérogations, favorisant l'adhésion des habitants au projet. Notre ville s'inscrit pleinement dans l'objectif de réduction des déplacements automobiles. Elle n'oublie pas non plus que d'autres sources de pollution atmosphérique doivent faire l'objet de notre attention. Le logement, l'industrie et le tertiaire. La ZFE est une pièce d'un puzzle plus grand, à savoir le développement des transports en commun et des modes doux pour offrir aux habitants des solutions alternatives, économiques et adaptées aux besoins de déplacement. Pour Vénissieux, ville industrielle, la réalisation de cet objectif passe aussi par un travail sur les poids lourds, polluants et beaucoup trop présents dans les quartiers résidentiels notamment. Le souhait de prolonger la ligne T4 jusqu'au boulevard Urbain Sud avec la création d'un parc relais, d'un espace également de covoiturage, etc. On l'a dit tout à l'heure, la création de la ligne T10 qui reliera la gare de Vénissieux à Gerland via Saint-Fond, la poursuite du déploiement, je le disais tout à l'heure, de stations Vélove sur notre commune constitue un ensemble de réalisations à adosser aux projets ZFE. Les connexions entre les villes périphériques sont donc primordiales. Elles vont dans le bon sens. Ces avancées ou projets sont complémentaires, tout comme sont nécessaires et indispensables le rassemblement et l'adhésion des Vénitiens et de toute la population de l'agglomération lyonnaise. J'ai essayé de condenser un petit peu tout ce qui a été dit ce soir. Je vous remercie pour cette soirée, ces premiers échanges, et nous continuerons, vous l'avez bien compris, tout au long des mois qui vont venir, cette concertation qui aura lieu, bien évidemment, dans toute l'agglomération. Bonne soirée.